On enregistre. Et on partage le petit document. Voilà. Donc, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai l'élan de vous parler de sécurité de base en période de transition pour au moins deux raisons. La première raison, c'est que je reviens d'un week-end comment dire, je me suis formée, comme vous le savez, l'année dernière en aptopsychothérapie transgénérationnelle dans une école formidable à Nice avec Marie-Noël Maston. Et, euh, et, euh, et Marie-Noël nous offre la possibilité de revenir d'une année sur l'autre si on a envie de faire des petites piqûres de rappel, voilà, de rencontrer les nouvelles promotions, etc. Et donc j'y ai été le week-end dernier. Et en aptonomie, la base, le, l'axe central de l'autonomie, c'est la sécurité de base. Et il se trouve que j'ai rencontré lors de cette causerie, pardon, lors de ce week-end, une astrologue super qui est en plus présente aujourd'hui, donc c'est une vraie joie. C'est Jenny Villaume. Excuse-moi, je ne sais pas si j'ai bien prononcé ton nom. Et on a beaucoup échangé autour de la sécurité de base et de l'astrologie, et puis de la numérologie, puisqu'il y a aussi ma collègue Valérie S, qui est numérologue, qui fait partie de cette formation. Donc voilà. Donc ça m'a inspiré en fait la thématique ça m'a en partie inspiré la thématique de cette causerie. Et l'autre élément qui m'a vraiment convaincu à aborder ce sujet dans cette causerie, c'est qu'aujourd'hui, enfin la nuit que nous venons de passer là, il y a eu la nouvelle lune en Poisson. Alors je vais pas m'étendre, je vais vous dire quelques mots sur le cycle lunaire en cours, mais l'objectif de la causerie, c'est pas d'évoquer le cycle lunaire, parce que on va dire que le prétexte, le cycle lunaire, c'est un prétexte pour parler de sécurité de base et comment l'astrologie et la numérologie peuvent nous aider à nourrir notre sécurité de base. Mais l'objectif, c'est pas de faire vraiment un point détaillé sur le cycle lunaire. Et donc, ce cycle lunaire en Poisson, cette nouvelle lune en Poisson qui vient d'avoir lieu, on baigne vraiment dans cette énergie-là. Ben, en fait, c'est une nouvelle lune de transition. C'est un cycle lunaire là de transition pour plusieurs raisons. Parce que on est dans l'énergie des poissons, qui est une énergie mutable, qui va nous préparer justement à entrer à accueillir le printemps, en fait, à sortir de l'hiver, à accueillir le printemps. Et puis, c'est un petit peu la fin de l'année astrologique, puisque on sait que quand on arrive en vibration bélier, c'est le nouveau cycle astrologique qui reprend. C'est comme le nouvel an astrologique, une nouvelle lune bélier. Donc, en ce sens, il y a la vibration poisson, c'est toujours une vibration de transition. En plus, la vibration poisson, c'est une vibration qui est à mi-chemin entre le monde terrestre et le monde céleste, je dirais. Donc, il y a une dimension très forte de transition dans cette nouvelle lune. Euh, En plus, là, depuis maintenant un an, un petit peu plus d'un an, je ne crois pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est bien ça, oui, un petit peu plus d'un an. L'axe des nœuds lunaires en astrologie se trouve dans l'axe Vierge-Poisson, et le nœud nord en Poisson, pour moi, il nous invite vraiment en fait à nous laisser guider, à nous reconnecter à notre guidance intérieure, je dirais, et à nous laisser guider même si on ne sait pas trop pourquoi, cette petite voix à l'intérieur nous invite à cheminer dans cette direction. Donc il y a quelque chose de l'ordre de s'abandonner à plus grand que soi en lâchant un petit peu ce mental analytique qui peut nous générer du doute. Donc ce nœud nord là aussi, poisson, à mon sens, et bien du coup, comme il nous invite à être dans cet abandon à plus grand que soi, à se laisser guider, à reconnecter avec cette guidance intérieure pour pouvoir ouvrir cet espace à l'intérieur de soi, on a besoin de beaucoup de sécurité en fait. Enfin, moi, c'est ma manière en tous les cas c'est comme ça que j'envisage les choses, mais bon, c'est discutable. Voilà, donc cette sécurité de base, pour moi, elle est fondamentale pour qu'une personne puisse vraiment s'abandonner et se laisser guider. Et en plus, là, ce qui se passe, c'est que cette nouvelle lune poisson, elle entretient un aspect particulier avec la planète Uranus.
Et Uranus, c'est vraiment une planète qui vient nous bousculer. C'est une planète qui nous bouscule pour nous libérer de nos chaînes et nous aider à, à accomplir notre cycle d'individuation, si on parle en termes jungiens. Vous savez, dans les causeries, je parle souvent des trois étapes de l'individuation en astrologie. Et donc, Uranus, c'est la dernière étape. Et donc, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là où Uranus, là, en fait, on est comme cette nouvelle lune, elle vient nous dire qu'on engage comme une transition vers quelque chose de nouveau qui, est plutôt de type libérateur ou qui vient plutôt nourrir justement ce processus d'individuation, notre verticalité intérieure, notre verticalisation, voilà, le fait qu'on puisse euh, s'accueillir dans notre singularité et puis pouvoir se mettre au service aussi, contribuer hein, à partir de cette singularité. Mais il y a beaucoup d'inconnus, il y a beaucoup de flou en plus. Bon, depuis quelques semaines, on a Mercure rétrograde, c'est bientôt fini, mais ça peut générer un petit peu de flou, etc. Et si on regarde rapidement la pleine lune qui aura lieu le 2 avril, et ben là, il y a aussi, c'est une pleine lune qui va se jouer dans l'axe relationnel, Bélier-Balance, et avec un carré à la planète Pluton. Donc là, un challenge en termes de, à mon sens, de transformation ou de laisser mourir des vieux schémas relationnels, mais de la même manière, il peut y avoir du coup pour un nouveau départ. Hein. Et du coup, il peut y avoir aussi une forme d'insécurisation intérieure. Donc c'est pour ça, en fait, pour moi, que le thème de la sécurité de base, il tombait vraiment à point nommé pour cette causerie. Et en plus, je vous parlais de nouvel an astrologique avec la nouvelle lune bélier, elle qui aura lieu le 17 avril. Donc là, bah voilà, nouvelle lune bélier, on en reparlera, mais c'est vraiment ce nouveau départ, nouvelle impulsion, etc. Pour les personnes qui ont suivi la causerie du mois dernier ou qui ont envie d'y revenir, eh ben, j'ai fait tout un point autour de comment est-ce que ce nouveau départ, ce nouvel impulse peut se jouer selon l'année personnelle dans laquelle on est. Donc là, ben, du coup, c'est revenir à la numérologie pour bien comprendre ce qui peut se jouer pour nous. Euh, mais du coup, cette nouvelle lune bélier, elle surviendra une semaine avant l'entrée d'Uranus, toujours cette même planète du renouveau, de la libération, etc. Là, cette planète qui nous amène une conscience différente, mais qui peut nous percuter, nous bousculer, parce que c'est vraiment, ça peut être des changements inattendus, des nouvelles opportunités inattendues, etc. Du renouveau inattendu. Et Uranus va arriver dans le signe des Gémeaux, alors que ça fait 8 ans que la planète est en Taureau. Et une planète qui bouscule l'ordre établi dans un signe qui, pour se sentir en sécurité, a besoin de préserver l'ordre établi, ça a été sacrément insécurisant, inconfortable pour beaucoup de monde ces 8 dernières années. Et là, on a comme un nouveau souffle avec Uranus qui arrive en Gémeaux. Bah, c'est pareil, je vous invite à regarder ce que j'avais fait comme causerie sur les transits de 2026, puis les vidéos qu'il peut y avoir sur Internet sur comment Uranus qui arrive en Gémeaux. Mais voilà, c'est vraiment un cycle du renouveau, mais il y a quelque chose qui est un peu imprévisible, imprédictible, on ne sait pas vraiment ce qui nous attend. Euh, on peut pressentir que ça sera quelque chose de plutôt allégeant, en tout cas on peut l'espérer, mais pour accueillir ces mouvements, ces transits-là, ces énergies célestes, je dirais, de la manière la plus apaisée, sereine possible, et ben pour moi, on en revient toujours à la même question, la question de la sécurité de base, notre sécurité intérieure. Et moi, j'ai en numérologie ce qu'on appelle en numérologie de la métamorphose une porte de l'âme 4. Donc, vous pouvez bien imaginer que la vibration du 4, je vais en parler, c'est vraiment la vibration qui nous parle de sécurité intérieure. Donc, dans ma vie, depuis toujours, la sécurité intérieure, c'est vraiment quelque chose qui est un sujet, un vrai sujet. Donc, je suis très contente aujourd'hui de pouvoir ouvrir cet espace avec cette présentation autour de la sécurité de base, sachant que je vous propose, là j'ai envie dans cette causerie de vous amener un peu des pistes concrètes, mais c'est absolument pas exhaustif et tout est ouvert à discussion et à évolution, donc c'est une réflexion en train de se faire comme souvent en fait, ce que je présente dans les causeries. Voilà. Donc, cette introduction un peu longue terminée,
on y va. Donc voilà, ça c'est ce que je vous disais. Pour moi, c'est un peu, cette image, elle représente la période dans laquelle on se trouve là, avec cette nouvelle lune en poisson. Bon, j'ai parlé, j'ai oublié de mettre ma slide, mais voilà, vous pouvez vous représenter maintenant de manière imagée euh, euh, la manière dont moi je me représente un peu cette période où on est appelé à quitter notre petit aquarium là pour aller sauter vers un espace plus grand dans lequel on pourra prendre plus d'espace, s'expanser, si on peut parler comme ça. Mais bon, entre les deux, il y a quand même un espace de vide où si le petit poisson, il n'est pas sacrément bien sécurisé intérieurement, ça peut être un petit peu difficile d'oser lancer l'impulse. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail des théories psychologiques et psychanalytiques, mais comment se construit la sécurité de base? Bah, la sécurité de base, c'est vraiment un besoin essentiel qui se construit dans la petite enfance et qui se construit notamment via les interrelations qui vont se tisser entre l'enfant et ses parents. C'est ce qu'on appelle les liens d'attachement. Donc, il y a différents types de liens d'attachement. Je vais vraiment pas rentrer dans le détail parce que ça n'a pas d'intérêt. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que les liens d'attachement, ils sont absolument essentiels. Bah déjà à la survie en tous les cas, à la survie psychique d'un individu, d'un être. Hein. Boris Cyrulnik, il a fait quand même tout un ensemble de recherches, notamment auprès d'enfants dans des orphelinats en Roumanie où il a montré que en l'absence ou dans des situations où les liens d'attachement sont très précaires, très insécures, eh bien, il va y avoir un repli psychique des enfants sur eux-mêmes qui vont développer, par exemple, des troubles autistiques. Voilà, parce que quand il n'y a pas justement ces liens d'attachement stables et prévisibles, eh bien, on va développer un ensemble de stratégies d'adaptation et de protection à notre environnement. Et donc, les liens d'attachement stables et prévisibles, ils se construisent comment? Eh bien, ça commence ça commence même dès l'intra-utérin, je dirais, et il y a même une dimension transgénérationnelle là-dedans, parce que pour moi, les liens d'attachement, il y a comme des patterns familiaux de liens d'attachement. Il y a dans des familles, on a plutôt une manière, un attachement plutôt qu'on va appeler évitant, où on évite la relation pour se protéger. Dans des familles, on va plutôt avoir des patterns ambivalents, anxieux-ambivalents, ce qu'on appelle anxieux-ambivalent, où là, on va être plutôt dans la peur de l'abandon. Donc, on va tout faire pour que l'autre ne nous abandonne pas. Donc là, par exemple, ça va être, on va devenir, si on est dans ce schéma-là, un candidat particulièrement intéressant pour des personnalités qui pourraient être de type narcissique, pervers narcissique, etc. Mais le lien d'attachement, il peut être aussi sécure, et il est sécure lorsque l'enfant va exprimer quelque chose et qu'en face, il va y avoir une réponse du parent qui va être une réponse stable, prévisible, qui n'est pas toujours une réponse immédiate, parce que répondre de manière immédiate à un besoin, c'est pas forcément construire un lien d'attachement sécure et une sécurité de base pour l'enfant, mais c'est ce que voilà, tous les psychologues qui sont intéressés à la question, Winnicott, Bowlby, etc., bah voilà, ils ont développé toutes ces théories-là. Donc, et Winnicott, il a parlé notamment de la mère suffisamment bonne. Voilà, on pourrait dire le parent suffisamment bon, parce qu'il n'y a pas que la mère dans l'histoire. Mais voilà un petit peu cette histoire de lien d'attachement stable et prévisible. Et donc comme je reviens d'un week-end d'autonomie, j'ai eu envie de vous mettre des photos d'autonomie, de bébés autonomie, pour vous montrer un peu comment ça peut s'exprimer concrètement. En fait, un enfant soutenu à la base, il va s'ouvrir naturellement au monde. Et là, on a des exemples de deux enfants soutenus à la base, et on voit bien comment ils sont dans cette sécurité intérieure et cette ouverture au monde. Et la base, eh ben, c'est le bassin, ça va être le sacrum, ça va être le coccyx. Et ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai commencé à étudier l'astrologie il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, une des premières formatrices avec laquelle je me suis formée, quand elle nous a parlé de la Lune, elle nous a dit, la Lune, en astrologie, je vais y revenir, eh bien, c'est l'endroit où l'on se pose, c'est notre base, c'est notre sacrum, c'est notre coccyx, c'est notre bassin, et je connaissais pas encore l'aptonomie à ce moment-là. Voilà, donc je trouve que les liens sont quand même très intéressants. C'est de ça que je vais vous parler un peu aujourd'hui.
Donc, malheureusement, ce que des chercheurs comme Boris Cyrulnik ont aussi montré, c'est qu'il y aurait un tiers d'attachement insécure. Alors là, moi, pour moi, c'est pas très clair. J'ai mis en France parce qu'il me semble que c'est en France, mais c'est pas très clair au niveau de la géographie. Donc, vous m'excuserez pour l'absence de précision là au niveau de ce chiffre. Par contre, ce que ce chiffre nous montre quand même, c'est qu'il y a quand même une bonne partie de la population qui ne vit pas un attachement sécure, donc qui n'est pas en sécurité, dont la sécurité de base est à reconstruire a posteriori. Euh, et quand on ne vit pas un attachement sécure, et ben du coup, on va développer des stratégies défensives et adaptatives, notamment sur le plan relationnel, mais pas que, dans notre vie de manière générale. Voilà. Donc, moi, j'aime bien faire dialoguer, comme d'habitude. Donc, je me suis un peu questionnée, alors rapidement, entre guillemets, parce que j'ai pas eu non plus énormément de temps pour, euh, pour engager un travail de fond. Mais malgré tout, ça fait quand même un moment que je me questionne sur la question et sur le sujet plutôt. Et donc, voilà, pour moi, je me suis dit, qu'est-ce qui peut, dans un thème, aider à aller identifier et nourrir cette sécurité de base, que ce soit en astrologie et en numérologie. Et donc pour moi, alors tous les éléments évidemment sont reliés, mais dans une causerie, il faut simplifier un peu pour que ça reste accessible à tout le monde. Donc moi, j'ai eu envie de vous parler de la Lune en astrologie, puisque je vous disais, hein, cette formatrice nous avait vraiment présenté la Lune comme là où l'on se pose, où l'on se sent en sécurité. Et elle nous avait dit cette phrase que j'ai notée, que j'ai retrouvée là dans mes notes d'il y a plus de 10 ans, là. Notre soleil veut briller, la Lune nous sécurise et autour il y a le monde. Et en fait, elle nous a dit la Lune nous protège et autour il y a le monde. Mais moi, j'ai modifié volontairement parce que je trouve que la phrase, elle est plus juste quand on l'écrit comme ça. Notre soleil veut briller, la Lune nous sécurise et autour il y a le monde. Donc la Lune, c'est là où on se pose, c'est là où on se sent en sécurité. C'est notre ancrage, c'est notre bassin, c'est notre sacrum, c'est ce qui nous soutient. Alors c'est plein de choses, un élément en astrologie, et évidemment, je suis pas du tout exhaustive. Là, je vais vraiment utiliser la Lune au service du sujet de la sécurité qui nous intéresse. Ça va être la Lune, ce que Dane Rudhyar il a appelé l'image mère. Quand il s'intéresse au complexe psychologique. Et donc, c'est l'élément, l'endroit de notre thème où on va intégrer les liens d'attachement primaires. Ça va être la représentation qu'on s'en fait et donc, la Lune, elle va nous parler de nos besoins affectifs fondamentaux, de nos stratégies d'auto-apaisement, de comment on peut nourrir cette sécurité de base. En numérologie, pour moi, il y a deux nombres qui nous parlent de ça. Il y a la vibration du 2, qui est la vibration du lien, qui va aussi être cette image mère, au sens de Rudyard, euh, la vibration, le domaine, la vibration du 2, par lequel on va intégrer ces liens d'attachement. C'est aussi l'espace dans lequel on prend conscience, on est en connexion avec nos besoins affectifs fondamentaux. Et ça nous donne des indications sur comment on peut y répondre par nous-mêmes, comment on peut devenir cette mère suffisamment bonne pour nous-mêmes. La vibration du 2 nous parle vraiment de ce lien d'attachement primaire, mais aussi de ce lien de soi à soi. Et la vibration du 4, qui est un double 2, cette vibration du 4, c'est une vibration qui vient nous parler de sécurité issue du lien. Donc c'est comme si ce que nous indique la Lune en astrologie, il y a deux étapes en numérologie. Cette sécurité issue du lien, parce que dans la vibration du 4, il va y avoir la notion de routine, de répétition, de stabilité dans le temps, des réponses qui ont pu être données en vibration 2 et qui permettent d'aller construire cette sécurité de base. Et donc moi, j'aime bien regarder la vibration du 4 comme aussi les stratégies de consolidation ou d'autorégulation de la sécurité intérieure, de notre sécurité intérieure qu'on peut développer, déployer. Alors, il y a un petit... euh, et si la maison 2 et 4 est ouverte? J'y viens. J'y viens. J'ai développé pour chacun des signes la Lune et pour chacun des nombres en numérologie. Donc on y vient.
Laurence, je vais répondre à ta question. Voilà. Donc, bah, on va regarder les lunes. On va commencer par les lunes. Donc, ce que je vous invite à faire, alors là, vous ne l'avez peut-être pas sous les yeux, votre thème d'astrologie. Donc, si ce n'est pas le cas, et que vous êtes en présentiel, ben, soit vous connaissez, vous savez où se situe votre lune dans votre thème, soit si ce n'est pas le cas, et ben, vous pourrez aller sur un site type AstroThème, éditer votre thème astrologique et regarder où se situe votre lune. Évidemment, c'est beaucoup plus complexe de saisir ce qui se joue autour de la sécurité. Euh, ça va plus loin que simplement la lune en signe, mais moi, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui parce qu'il faut faire des choix dans la vie et qu'on ne peut pas tout aborder comme ça. Donc là, je vais vous donner quelques pistes de compréhension des besoins fondamentaux et des stratégies d'autorégulation, d'auto-apaisement, d'autorégulation de la sécurité de base selon que votre lune se situe en bélier, taureau, gémeaux, cancer, etc., etc. Je ne vais pas aborder les lunes en maison. Donc, on ne va pas regarder selon que ma lune se situe en maison 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., ce que ça vient dire, ni selon que ma lune est en lien avec d'autres planètes ou pas. Donc, ce sera forcément incomplet. Et si vous voulez avoir plus d'infos, bah, je vous invite à aller voir un astrologue pour avoir plus d'indications. Mais ça vous donnera quand même déjà des pistes de compréhension et peut-être aussi des clés pour engager si la sécurité, c'est un sujet qui est important dans votre vie, la sécurité intérieure, je dis. Enfin, si la sécurité extérieure, ça l'est aussi, ça veut dire d'ailleurs que la sécurité intérieure est un sujet pour vous. Donc de pouvoir aller déjà commencer à développer vos propres stratégies pour aller renourrir cette sécurité intérieure. Voilà. Et donc, pour la numérologie, je vais regarder dans le champ d'expérience uniquement. Je vais vous expliquer comment regarder dans votre champ d'expérience ce qu'il y a dans chacune de vos maisons. C'était la question de Laurence. Si on a une maison 2 ou 4 ouvertes, ben, je vais vous expliquer comment faire. Et puis pareil, vous pourrez regarder qu'est-ce que vous avez en maison 2, qu'est-ce que vous avez en maison 4 et comment est-ce que ça vient nous indiquer, nous informer sur justement vos besoins affectifs fondamentaux et quelles stratégies vous pouvez développer pour autoréguler votre sécurité intérieure. Voilà. Donc, la lune en signe de feu. La lune en signe de feu, que ce soit en bélier, en lion ou sagittaire, c'est des personnes qui vont avoir besoin de se sentir vivantes et des personnes qui ont besoin de se sentir exister pleinement. Donc, ça va être des personnes qui ont besoin, alors ça va, on n'est pas dans le déterminisme, hein, mais ça peut, bref, vous comprenez ce que je veux dire, il y a toutes les nuances et puis votre libre réflexion aussi, bien sûr, mais voilà, euh, je peux aller un peu vite et du coup résumer, mais c'est pas du tout du déterminisme hein, que j'évoque. Donc, des besoins, les besoins d'expérience pour ces lunes en feu, ça peut être des besoins de réactivité, de chaleur, d'engagement émotionnel, d'encouragement et puis de libre arbitre aussi. Euh, il y a peut-être plein d'autres choses. Là, je vous donne juste quelques petits mots-clés, quelques petites pistes. En bélier, je dirais que quelqu'un qui a une lune en bélier, son besoin fondamental, c'est la réactivité. Un bébé lune bélier, il crie, il faut qu'on réponde encore plus qu'un autre bébé, je dirais. Donc il a besoin de sentir qu'il est la priorité. Il a besoin d'exister immédiatement. Et un peu plus tard, il peut aussi avoir besoin d'être challengé, de se dépasser. Donc les stratégies d'auto-apaisement pour une lune bélier, ça peut être celle de passer à l'action, euh, de se décharger physiquement quand on sent qu'on est en insécurité. Et puis justement de relever des challenges qui peuvent nous permettre d'aller dépasser nos peurs parce qu'un des axes évolutifs principaux du bélier, c'est de prendre conscience qu'il est courageux et de développer le courage d'être soi. En lion, la lune lion, son besoin fondamental à elle, ça va être d'être vue, d'être reconnue, d'être dans un environnement chaleureux. Là où le bélier, il a besoin d'être dans un environnement dynamique, le lion, il va avoir besoin d'être dans un environnement chaleureux pour pouvoir développer la confiance en lui. Donc, être vu, être reconnu, environnement chaleureux qui lui permettent de développer la confiance en lui.
Les stratégies d'auto-apaisement d'une lune lion, ça peut être d'aller nourrir tout ce qui va permettre de valoriser l'expression de soi. Donc, d'être sa propre source de valorisation, d'arrêter de chercher l'approbation extérieure. Et notamment, l'auto-apaisement du lion, elle peut passer par le fait d'exprimer sa créativité devant le bon public, le public qui saura l'accueillir. Donc, si vous avez une lune lion, eh bien, voilà, peut-être que je vous invite à questionner euh, devant qui est-ce que vous cherchez à ce que votre expression soit reconnue. C'est peut-être pas le bon public, les bons interlocuteurs. Euh, et d'abord, peut-être que le chemin, c'est d'aller vous-même reconnaître tous les talents que vous portez en vous pour qu'il n'ait plus besoin d'être, qu'il n'y ait plus d'espace pour qu'il puisse être remis en question par l'extérieur. Avec une lune Sagittaire, je dirais que le besoin fondamental, c'est d'évoluer dans un environnement dans lequel il y a une direction qui peut être soutenue par des valeurs, mais qui laisse suffisamment d'espace de liberté pour pouvoir explorer. Donc là, les stratégies d'auto-apaisement d'une lune Sagittaire, ce serait de prendre de la hauteur pour pouvoir voir plus loin et développer justement cette vision, ces valeurs, développer une forme de confiance en la vie. Vous n'hésitez pas si c'est pas clair, si vous avez besoin de voilà, poser des questions ou dire quelque chose. La lune en signe de terre. Donc là, on est dans un élément très différent de l'élément feu. Là, en signe de terre, les lunes signes de terre vont avoir besoin d'expériences concrètes, de stabilité, de fiabilité, sentir que le lien est régulier, cohérent, constant, et aussi se sentir suffisant. Les personnes auront besoin de se sentir suffisantes dans ce qu'elles sont. Avec le taureau, une lune taureau, le besoin fondamental, ça va être un besoin d'ancrage, je dirais, de territoire, de délimitation du territoire, d'un environnement confortable, constant, et au sein duquel je puisse me sentir dans la quiétude. Stratégie d'auto-apaisement du taureau, ça serait de s'apporter de la tendresse. C'est de revenir au corps au sens du contact physique. C'est aussi peut-être d'installer des routines qui permettent justement de rassurer dans la constance. Et puis, c'est de revenir quelque part à une forme de sagesse animale, de sagesse mammifère, euh, euh, au sens de se questionner quels sont mes besoins essentiels. Il y a vraiment une notion d'essentialité des besoins, très physique, très animaux, très mammifères, avec la vibration, la lune taureau. Avec la lune vierge, le besoin fondamental, c'est celui de clarté, d'organisation, de routine au service de l'organisation et de la clarté, là. D'attention aux détails, de sens du service. Il y a vraiment, avec cette lune vierge, ce besoin que les choses soient claires, routinières, planifiées, organisées, etc. Et donc, les stratégies d'auto-apaisement, ça va être de comprendre ce qui se passe. Et donc, comprendre ce qui se passe grâce justement à ces routines, de pouvoir planifier et aussi de pouvoir se perfectionner. Parce que la Vierge, elle a un besoin fondamental de se mettre au service. Euh, et avec la lune Vierge, il peut y avoir sur le plan affectif une forme de mésestime de soi ou d'évaluation de ses compétences. Et donc, la Vierge, elle a vraiment ce besoin d'aller se perfectionner pour nourrir l'estime d'elle-même, son utilité sociale, son sens de l'utilité sociale, et je dirais de regarder aussi tout ce qui a été déjà accompli, plutôt que de regarder tout ce qui reste à accomplir pour la Vierge, qui peut être très vertigineux et justement l'amener à se vivre comme vraiment imparfaite, et pas de regarder déjà derrière soi tout ce qui a été déjà accompli euh, pour nourrir cette estime de soi.
Et d'ailleurs, on en parlait hier avec un groupe que j'animais. Alors, j'ai plus, j'ai pas regardé si les personnes d'ailleurs qui me parlaient de ça avaient des lunes en vierge ou des éléments en vierge, mais où je leur avais proposé un exercice rétrospectif où elles revisitaient d'une certaine manière leurs accomplissements professionnels. Et ça a été pour plusieurs d'entre elles un exercice qui a vraiment nourri une forme de fierté de soi, d'estime de soi et de recontacter avec ses capacités. Donc, c'était très chouette. Avec une lune Capricorne, le besoin fondamental, c'est un besoin de structure solide et fiable, de sentir que les parents sont responsables, matures, qui sont là, qu'on peut compter sur eux, mais tout en ayant l'espace pour pouvoir accomplir seul. Les stratégies d'auto-apaisement, là, ça va être de ramener du cadre ou de revenir au cadre, à une forme de maîtrise de ce qui se passe et non pas de contrôle. C'est différent. Le contrôle, c'est une réaction. La maîtrise, c'est quelque chose d'extrêmement, ça va être un état d'être très sécurisant, d'être dans la maîtrise. Parce que quand on est dans la maîtrise, on n'a plus besoin d'être dans le contrôle. Stratégie d'auto-apaisement Capricorne aussi, d'être dans une forme d'action constructive, euh, de pouvoir être dans un environnement prévisible, fiable, et puis je dirais peut-être de se dire qu'on a du temps et que les choses, de se rappeler que le temps est un allié et que les choses évoluent dans le temps. Voilà. Avec une lune en signe d'air, là, la sécurité de base, elle passe par la qualité du lien, la qualité des échanges et de la communication, mais aussi par un besoin de respiration dans la relation, d'air, on est dans des signes d'air, et de compréhension de ce qui se passe. Avec une lune Gémeaux, le besoin fondamental, c'est d'être stimulé, parce que le Gémeaux, il a besoin d'être en mouvement, notamment en mouvement intellectuel, je dirais. Donc, besoin d'être stimulé, d'échanger. Et là, les stratégies d'auto-apaisement, ben, ça va passer par la communication, par le fait de pouvoir comprendre ce qui se passe. Euh, et de pouvoir faire des nouvelles expériences, régulièrement des nouvelles expériences. Il y a un côté papillonnant avec le Gémeaux parce que c'est en fait en expérimentant plein d'expériences différentes qu'il va pouvoir comprendre l'environnement dans lequel il se trouve et puis ce qui se passe pour lui, etc. Donc le Gémeaux, les Gémeaux, c'est un signe au pluriel, un signe double, ont besoin de nourrir la curiosité. Voilà. Donc, c'est un besoin fondamental hein, de pouvoir nourrir cette curiosité, donc d'être stimulé. Avec la lune balance, je dirais que le besoin fondamental, c'est un besoin de lien, de sociabilité, mais d'équilibre dans le lien et dans ces espaces de sociabilité. Euh, un besoin aussi d'harmonie, qui peut d'ailleurs avoir un prix assez important à payer pour la vibration balance, qui peut du coup s'oublier, s'effacer ou éviter à tout prix le conflit pour maintenir une harmonie de surface, mais en réalité, ça ne sera pas harmonieux du tout. Euh, voilà, parce que aussi, la balance, elle a besoin d'évoluer dans un environnement où la beauté est présente de partout, en toute chose, en tout être. Il y a quelque chose d'une beauté, je dirais, existentielle qui peut s'exprimer dans les différents éléments qui est là et dont la balance a profondément besoin. Donc les stratégies d'auto-apaisement, je dirais qu'ici, ça va être déjà de dialoguer. Avec le Gémeaux, on serait plus dans une forme de conversation. Communication, conversation, ou bien transmission de ce qu'on a compris, des choses comme ça. Avec le dialogue, avec la balance, on est vraiment plus dans un dialogue entre deux personnes qui permet à chaque personne d'exprimer ses besoins dans la relation. Euh, Ce qui peut ne pas être forcément toujours aisé pour la vibration balance. Et puis, une autre stratégie d'auto-apaisement pour la balance, c'est l'expression artistique qui va lui permettre non seulement d'exprimer ce qu'il y a à l'intérieur d'elle-même, mais aussi de reconnecter le beau. Voilà. Avec une lune verso, le besoin fondamental, c'est de se sentir libre d'être et de penser. Et je dirais aussi qu'un autre besoin fondamental associé ou parallèle, ça pourrait être celui d'être compris dans le monde. Euh,
Parce qu'avec une vibration verso, on peut souvent avoir l'impression d'être incompris. Et donc peut-être que le besoin fondamental du verso, c'est d'accueillir l'être libre qu'il est à l'intérieur et d'apprendre à exprimer réellement qui il est dans le monde, dans sa singularité, mais tout en restant en lien et en connexion. Stratégie d'auto-apaisement pour une lune verso, ça va être de prendre de la distance pour pouvoir ramener de la compréhension globale. Prendre de la distance notamment pour éviter la submersion émotionnelle, parce que les lunes en signe d'air sont quand même pas super à l'aise avec le domaine émotionnel. C'est va être des lunes qui vont plutôt avoir tendance à mentaliser, intellectualiser les émotions. Donc, et la vibration verso, hein, le signe du verso, c'est vraiment un signe d'hiver, de froid, donc qui a besoin de prendre cette distance pour pouvoir faire des liens avec son cerveau qui fonctionne bien et de ramener de la compréhension globale pour pouvoir changer de regard. Hein, c'est toute ce retournement dont je parle souvent en lien, cet art du retournement dont je parle souvent en lien avec le verso, qui a besoin de changer de regard et aussi de s'autoriser à transgresser le cadre, là où le Capricorne a besoin de cadre, et ben le Verseau, lui, il a besoin de s'autoriser aussi pour s'apaiser, et c'est peut-être se sécuriser, ce qui peut sembler paradoxal, mais il va avoir besoin de transgresser le cadre pour recontacter sa liberté d'être, sa singularité. Avec les lunes en signe d'eau, là, ce qui va vraiment nourrir la sécurité de base, c'est la qualité du lien émotionnel. Ça va être la profondeur, la présence pleine, l'autorisation de ressentir et d'exprimer ses émotions, et puis la connexion avec soi, avec l'autre. Donc avec une lune cancer, je dirais que le besoin fondamental, c'est peut-être un besoin de se sentir protégé, d'évoluer dans un environnement cocon, calme, et que des stratégies d'auto-apaisement, ça peut être de revenir au silence pour pouvoir accueillir aussi ses émotions et sa vulnérabilité, être dans cet accueil-là. Et puis de développer aussi des espaces ou des stratégies qui nous permettent, avec une lune cancer, de nous sentir contenus. Et l'eau, mais c'est valable pour toutes les lunes d'eau, je dirais. L'eau, c'est vraiment un élément qui peut être très sécurisant et très régénérateur pour des personnes avec une lune en signe d'eau. Voilà. Et pour le cancer aussi, l'auto-apaisement, la sécurité de base, elle va vraiment passer par le fait d'aller renourrir intérieurement la mère suffisamment bonne en soi. Alors ça va être le cas pour tout le monde, on est bien d'accord. Mais avec cette lune cancer, on a encore plus besoin d'aller recontacter la mère en soi, d'être cette bonne maman pour soi-même, de s'auto-contenir, je dirais. Avec la vibration scorpion, là, on est dans une vibration où les besoins fondamentaux, c'est des besoins de profondeur, d'aller traverser de l'intensité émotionnelle et un véritable besoin d'honnêteté, de vérité dans le lien. Et donc, les stratégies d'auto-apaisement scorpion, ça peut être d'aller au fond des choses et de regarder ses ombres en face, ce qui va permettre de traverser ses émotions et de prendre conscience qu'on a survécu, en fait. Parce que l'angoisse existentielle du scorpion, c'est de mourir. Donc, traverser ses émotions. Et puis, à mon sens, il y a aussi faire confiance dans ses perceptions. Une lune scorpion ressent, perçoit beaucoup de choses de l'invisible. Et faire confiance dans ses perceptions, ça peut justement aider aussi à ramener de la sécurité intérieure. Et avec la lune poisson, le besoin fondamental, ça va être un besoin d'osmose, d'empathie, de reliance, d'accueil inconditionnel de soi, de l'autre. Et donc, l'auto-apaisement, là, il va passer par le fait de ramener de la douceur, mais aussi par le fait de se reconnecter à sa guidance intérieure, d'être vraiment dans cette connexion intérieure, mais avec, à la différence de la lune cancer qui a besoin de se connecter à ses émotions, la lune scorpion qui va avoir besoin de se connecter à ses perceptions extrasensorielles, et ben la lune poisson, elle a besoin de se connecter, à mon sens, à sa guidance.
Donc de prendre conscience qu'elle est guidée, qu'elle n'est jamais seule quelque part, et qu'il y a une guidance qui est là, et qu'en se reliant à sa guidance, ben, ça va lui permettre de nourrir cette confiance en la vie. La lune poisson, comme elle a besoin d'osmose dans ses besoins fondamentaux, elle peut avoir tendance à dissoudre ses limites et du coup à se perdre dans la relation. Et donc là, le besoin, en tous les cas, la stratégie d'auto-apaisement, pour moi, cette sécurité de base, ça va être le fait de ramener des limites et de ressentir ses propres limites, de ressentir qu'on est malgré tout sur Terre un être de limites. Et là aussi, pour la vibration poisson, la lune poisson, l'expression artistique, ça peut être euh, un moyen de pouvoir ramener de la sécurité de base. Voilà pour la dimension astro. Alors, je vais être un petit peu plus brève pour la dimension numéro. Pourquoi? Parce que j'ai fait la causerie de la dernière fois où j'ai beaucoup détaillé sur le plan numéro et que je me dis que tout ce que j'ai apporté dans la causerie précédente, eh ben, si ça vous intéresse de nourrir le côté numéro, vous pouvez y revenir pour justement faire des liens avec ce que je vais vous dire aujourd'hui. Parce que la vibration des nombres, ça reste toujours la même, hein. Donc déjà, si on regarde la vibration du 2 en numérologie, comment est-ce que vous allez regarder ce qu'il y a dans votre maison 2? Vous allez aller regarder dans votre identité de naissance, tous vos prénoms donnés à la naissance plus votre nom de famille, vous allez comptabiliser le nombre de B, de K et de T qui se trouvent dans toute votre identité. Et donc peut-être que vous aurez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, peut-être plus de BKT. Si vous avez plus que 9 BKT, eh bien, je vous invite à additionner. Par exemple, si vous en avez 10, bah, vous allez additionner 1 plus 0 et ça vous donnera 1. Donc, vous aurez du 1 en maison 2. Si vous avez, je ne sais pas moi, 13, bah, ça va être 1 plus 3, vous aurez du 4 en maison 2. Et il se peut, c'était la question de Laurence au départ, qu'il n'y ait pas du tout de B, de K ou de T dans votre identité de naissance, auquel cas, ça va être un petit peu plus challengeant. Donc vous aurez ce qu'on appelle une maison ouverte en deux, du 0 en 2, une maison ouverte en 2. Donc, vous allez voir qu'il y a des résonances avec l'astrologie, hein, c'est évident, parce que ce sont deux langages symboliques, mais qui nous parlent de la même chose au final. Donc, on a dit que dans la maison 2 nous informe sur nos besoins affectifs fondamentaux. Alors, juste avant de commencer, j'ai vu qu'il y avait un message qui m'avait été mis dans le chat, il a apparu, il a disparu. Donc, si vous voulez que je le lise maintenant, remettez un petit truc pour qu'il réapparaisse et que je puisse le retrouver, parce que sinon, j'y arrive pas à y accéder. Donc, si vous avez 1 en maison 2, donc 1 BKT ou 10 BKT, ça m'étonnerait que vous en ayez beaucoup plus, je dirais que votre besoin affectif fondamental, c'est d'exister, et notamment d'exister dans le lien, de vous sentir exister dans le lien, de pouvoir être vous-même, oser être vous-même, prendre votre place, vous affirmer, etc., vous positionner. Alors, j'ai le petit message qui revient. 0 en 2. Ah oui, oui, bah oui, si je vais y venir, la maison. C'est vrai que quand on a une maison ouverte, c'est un petit challenge. La maison ouverte, c'est un challenge, effectivement. Donc, 1 en 2, c'est ça. Du 2 en 2, on pourrait dire que ça nous parle un petit peu à la fois du cancer et de la balance, d'une certaine manière. Le 2 en 2, il a besoin de lien. Il a besoin d'écoute, de douceur, mais il va avoir d'abord besoin d'être en lien avec lui-même, de s'écouter, de s'apporter de la douceur à lui-même, d'être cette bonne maman, cette maman suffisamment bonne pour lui-même, pour pouvoir entrer en lien avec l'autre, ce qui est vraiment un besoin fondamental, hein, avec du 2 en 2, d'entrer en lien avec l'autre, mais sans se perdre dans le lien. Quand on a du 3 en 2, le besoin affectif fondamental, ça va être celui de se sentir reconnu, valorisé, de pouvoir exprimer, s'exprimer. Donc là, je dirais que les besoins affectifs fondamentaux, ça va être des besoins, bon, reconnaissance, valorisation, mais de communication. Donc, si vous avez du 3 en 2, eh bien, ça peut être intéressant d'aller rendre visite à votre petite fille ou à votre petit garçon intérieur pour le questionner sur quelles auraient été
ses besoins à tel ou tel moment de sa vie. Avec du 4 en 2, alors il y a certains nombres en numérologie qui nous parlent un peu plus que d'autres de mémoire transgénérationnelle et de blessures particulières ou moi j'aime pas trop, mais quand on m'a transmis l'astrologie, on parlait de virus. Moi j'aime pas trop l'idée du virus, mais en tous les cas, il va y avoir des mémoires particulières. Ce qui veut pas dire que quand on a les autres nombres, il n'y a pas de mémoire, attention, hein. Mais en tous les cas, voilà. Et donc quand on a du 4 en, le 4 notamment, quand on a du 4 en 2, eh bien ça peut venir nous parler de mémoire transgénérationnelle, d'insécurité dans le lien, et dans le lien notamment à la maman. Mais bon. Donc, ou de besoins affectifs, enfin, il y a de l'insécurité dans le domaine de l'affectivité et des liens d'attachement. Donc, une personne qui a du 4 en 2, c'est une personne qui va avoir besoin de nourrir sa sécurité intérieure, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et aussi, je dirais, donc de constance dans le lien, de régularité. Là, on va retrouver un petit peu les lunes signes de terre, de cadre, voilà, par exemple, mais aussi de respecter son territoire, de respecter et de faire respecter son territoire. Ça, c'est fondamental avec du 4 en 2. Et puis aussi peut-être de se dire que dans le lien, on a besoin de temps pour construire, bâtir un lien qui soit sécurisant justement avec ce 4 en 2. Le 5 en 2, lui, il va plutôt avoir besoin, ses besoins affectifs fondamentaux, ça va être des besoins de liberté, d'exploration, de mouvement. Euh, Parce que cette vibration 5, elle a besoin d'être dans le mouvement. C'est une vibration qui nous parle beaucoup de vitalité et qui a besoin d'être vraiment d'évoluer, en fait, d'évoluer au-delà du cadre. Donc, besoin de liberté, d'exploration, de mouvement. Avec la vibration 6 en 2, il y a un fort besoin d'affectivité, de tendresse, d'amour, d'estime, d'harmonie relationnelle, de beauté. Et un peu comme le 2 en 2, le 6 en 2, il va avoir besoin d'abord et avant tout de faire des choix à l'écoute de son cœur. Donc de se faire passer en priorité en étant très à l'écoute de ce qui vibre en son cœur, parce que sinon il peut avoir tendance à se sacrifier dans la relation. Le 7 en 2, c'est un autre de ces nombres comme le 4 qui vient nous parler d'une mémoire particulière. Et là, avec du 7 en 2, il peut y avoir des mémoires de non-dits, de rejet, de secrets, de salissures, bon, tout un ensemble de mémoires sympathiques. Et donc le 7 en 2, lui, ce dont il a particulièrement besoin, c'est de clarté, de sens, de pouvoir mettre du sens. Il peut avoir besoin, effectivement, ce 7, de prendre de la distance, un peu comme la lune verso là. Prendre de la distance pour pouvoir s'accueillir dans sa singularité et d'accueillir la singularité de ses besoins. Parce que le 7, il est un peu en décalage. Il peut être un peu, oui, en décalage, voilà, c'est ça. Très singulier, il y a vraiment quelque chose de très singulier. Et donc, il peut avoir besoin de solitude. Un besoin affectif profond du 7, ça peut être le besoin de solitude pour lui permettre de prendre de la distance et de ramener de la compréhension globale, de la clarté. Avec le 8, un peu comme dans la vibration Scorpion, mais un peu aussi comme dans la vibration Capricorne, il y a un besoin d'engagement intense, de responsabilité, de justice, d'intégrité, de profondeur. Et je dirais qu'affectivement, pour se sécuriser, la vibration 8, elle va avoir besoin de sentir qu'elle a du pouvoir. Mais du pouvoir au sens de, pas au sens d'abus de pouvoir, mais au sens du pouvoir, je suis capable de et je m'autorise à d'être voilà, d'être dans ce pouvoir d'agir, mais dans cette dimension très porteuse, très valorisante. Et le 8 en 2, c'est aussi une de ces mémoires qu'on n'aime pas trop parce que souvent ça nous parle de mémoire d'emprise, de mémoire de violence, voilà, de toxicité relationnelle. Donc il peut y avoir aussi tout un cheminement là, hein, à aller faire dans les profondeurs et d'accepter de retraverser émotionnellement, un peu comme le scorpion.
Avec le 9 en 2, le besoin affectif fondamental, les besoins affectifs fondamentaux, ça va un peu comme avec le poisson, ça peut être de se sentir accueilli inconditionnellement, euh, de sentir qu'il évolue dans un environnement profondément humain. Il y a un besoin d'humanité, de valeurs humaines, et puis de valeurs au service du vivant, hein, dans cette vibration du 9, de générosité, besoin de générosité dans l'affectif. Et aussi un peu comme le poisson, le 9 il peut avoir tendance à se dissoudre dans le monde parce que son enjeu évolutif au 9 c'est d'ouvrir sa conscience et de s'ouvrir au monde. Et donc, il peut se perdre aussi dans le monde. Et donc là, le besoin fondamental avec la vibration 9 c'est de ressentir ses propres limites pour pas devenir le sauveur, le martyr, etc. Celui qui se dissout dans le collectif. Donc d'aller ressentir ses propres limites. Et parfois, le besoin affectif fondamental, même si ça peut sembler un peu paradoxal, d'un 9 en 2, ça peut être celui de revenir à lui-même pour pouvoir mieux se redéfinir dans ses limites et pouvoir mieux se réouvrir au monde. Et quand on a une maison ouverte en 2, et ben là, ça vient nous parler, ça peut venir nous parler de, d'une problématique de figure d'attachement primaire qui a été absente ou qui était très différente de ce qu'on a pu attendre. Et quelque part, on n'a pas appris à contacter ses besoins affectifs. On n'a pas appris à les contacter, ils n'ont pas été écoutés. Il y a quelque chose, on ne sait pas ce que c'est d'être une bonne maman pour soi. Et donc là, je dirais que le challenge, c'est qu'avec une maison 2 ouverte, eh bien, c'est un chemin de découverte où on va devoir découvrir par soi-même au fil des expériences et de ce que la vie nous propose. On va réapprendre on va réinventer en fait ce que sont nos besoins fondamentaux, et on va réinventer la manière dont on nous répond on y répond pardon, au mieux. Et j'aime bien quand il y a des maisons ouvertes, évoquer la manière d'interpréter de ma collègue et amie Nathalie Rousselet, qui est aussi numérologue et thérapeute, qui dit que quand il y a des maisons ouvertes dans un champ d'expérience, c'est comme si l'âme avait choisi de faire un grand reset dans ce domaine-là de la vie, parce que toutes les transmissions transgénérationnelles dans ce domaine, elles étaient dysfonctionnelles, et que la personne qui s'incarne dans cette famille, eh ben, elle choisit de repartir à zéro. Et donc la maison ouverte, peut-être que sur le plan des besoins affectifs fondamentaux, de comment on les connecte, comment on y répond, eh bien, avec une maison 2 ouverte, en fait, peut-être que si vous avez cette maison 2 ouverte, vous êtes cette personne qui avait, d'une manière ou d'une autre, souffert de la manière dont on entrait en lien dans l'histoire familiale et de la manière dont on pouvait être ou non à l'écoute des besoins affectifs fondamentaux. Et en fait, vous venez réinventer un nouveau modèle à transmettre à vos descendants. Voilà pour la vibration du 2. Et donc pour la vibration du 4, que je vous invite là pour l'exercice en lien avec la sécurité, à accueillir comme une stratégie ou des stratégies d'autorégulation de votre sécurité de base, et bien là vous allez aller dans tous vos prénoms plus votre nom de famille de naissance, calculer le nombre de D, de M ou de V qu'il y a dans votre identité et vous additionnez les D, les M et les V. Et comme pour tout à l'heure, ça va vous donner un nombre de 0 à 9. Et au-dessus de 9, eh ben, vous réduisez, c'est-à-dire que, encore une fois, si vous avez 15 DMV, ce qui est quand même assez rare, mais on ne sait jamais, eh ben, vous allez additionner le 1 et le 5 et ça vous donnera du 6 en maison 4. Voilà. Donc, avec du 1 en 4, la stratégie d'autorégulation de la sécurité de base, elle passe par moi. Par moi-même, c'est moi. C'est en devenant ma propre autorité, en m'autorisant à être ma priorité, en osant exister, en osant me positionner, m'affirmer, prendre ma place. Voilà, en devenant vraiment ma propre autorité, autorité au sens de je suis l'auteur de. C'est moi qui pose mon cadre de sécurité en fait. Donc il y a vraiment quelque chose de revenir à soi et d'oser exister pleinement avec du 1 en 4.
Avec du 2 en 4, voilà, je fais que répéter, hein. Mais là, je dirais que la stratégie d'autorégulation, c'est d'être à l'écoute de mes besoins et d'y répondre, donc de prendre soin de moi pour pouvoir être mieux en lien. Mais ça va vraiment passer par quels sont mes besoins, comment je m'apporte de la douceur, comment j'y réponds. Pour être en lien, parce que le lien est fondamental, mais pour du coup ramener de l'équilibre dans le lien. Euh, Avec du 3, eh ben, on revient à ce qu'on a dit pour le 2. Ça va être de reconnaître et de valoriser mon cadre, ma sécurité, me reconnaître, me valoriser, m'exprimer, accueillir cet enfant intérieur et puis de m'autoriser à exprimer ma créativité. Avec du 4 en 4, il peut y avoir aussi, pour autoréguler sa sécurité de base avec du 3 en 4, c'est communiquer, hein, vraiment besoin de communiquer, de pouvoir s'exprimer, exprimer qui je suis. Avec du 4 en 4, ben encore une fois, on revient sur les mémoires qu'on n'aime pas trop. Mais avec du 4 en 4, je dirais que la personne qui a du 4 en 4, déjà, elle a besoin de temps pour se sécuriser. Il faut apprendre que c'est une personne qui va avoir besoin d'apprendre que le temps est un allié de sécurité intérieure. Que c'est peut-être en gagnant en maturité que la sécurité s'installe et se consolide. Et c'est une personne qui peut avoir besoin de bien délimiter son territoire, d'entretenir des routines, d'organiser, de planifier, voilà, d'être dans une forme de maîtrise de son environnement et de sa vie. Avec le 5, pour autoréguler sa sécurité de base, je dirais qu'avec le 5, eh ben, ça passe par tout ce qui vient nourrir la vitalité. Activité physique, des plaisirs sains, le retour au corps et la respiration. Je sais pas, une personne qui aurait du 5 en 4, ça pourrait peut-être être une personne pour laquelle, même si pour tout le monde c'est le cas, vous me direz, mais encore plus, pour laquelle aller faire des grandes balades en nature, euh, faire des exercices de cohérence cardiaque, des choses comme ça peut particulièrement nourrir cette sécurité de base. Avec du 6 en 4, eh bien, la sécurité de base, elle va passer par le fait de se donner de la tendresse, de ramener de la chaleur à l'intérieur de soi, de se créer un environnement confortable dans lequel je vais apprendre à m'aimer, à écouter ce que mon cœur me dit. Donc là encore, il peut y avoir aussi quelque chose où euh, ça peut me sécuriser de me sentir utile au service de, mais toujours et à partir du moment où c'est un élan du cœur parce que sinon, on se met au service pour être aimé en retour. Et puis l'expression artistique, hein, pour nourrir ce beau, cette beauté existentielle, ça peut aider le 6 en 4 à se sécuriser. Avec le 7, eh bien, ça va être un besoin de clarifier le cadre, l'environnement, où est-ce que j'évolue, comment j'évolue. Les choses ont besoin d'être claires, d'analyser, on a besoin de mettre du sens. Et tout ce qui va être de l'ordre des pratiques de reliance, la méditation, là aussi des marches, mais contemplatives, vraiment dans la reliance avec l'environnement. Euh, toutes ces pratiques de reliance de moi avec moi-même qui vont m'amener à entrer en introspection avec moi-même et peut-être à me connecter avec cette guidance plus grande, ça vient nourrir cette sécurité de base. Avec ce 8 en 4, eh bien, ça va être de prendre mes responsabilités, de traverser mes émotions, d'être aussi dans la gratitude par rapport à ce que je vis, à ce que je traverse. Il y a vraiment un truc avec du 8 en 4, c'est pour moi une des clés, c'est de sortir de la victimite. Au sens de, OK, il a pu m'arriver quelque chose de terrible, de dramatique, mais qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui? Et c'est ça, sortir de la victimite, en fait. C'est est-ce que je continue de nourrir cette victimite, cette victimisation, ou est-ce qu'à un moment, alors se reconnaître comme une victime, c'est clairement nécessaire, mais une fois qu'on s'est reconnu et qu'on a bien conscience qu'on a été victime dans la situation, qu'est-ce que je fais de ça? Comment je transforme? C'est ça l'enjeu de la vibration 8 de manière générale, mais du 8 en 4, à mon sens, ça ramènera beaucoup de sécurité que de redevenir l'acteur. Souvenez-vous, tout à l'heure, je parlais de pouvoir d'agir, être capable de s'autoriser à. Donc il y a vraiment quelque chose avec la vibration du 8, reprendre les rênes, être en gratitude par rapport à ce qui est déjà là, et puis se pardonner. Pardonner à l'extérieur aussi peut-être, mais déjà et avant tout se pardonner.
Voilà. Et puis bon, se challenger, transformer, c'est en lien avec reprendre les responsabilités. Et avec du 9 en 4, il y aurait une forme, là, pour se sécuriser, on a besoin d'ouvrir sa conscience, de s'ouvrir à plus grand que soi, d'aller découvrir peut-être, faire de nouvelles expériences qui nous permettent d'amener plus de conscience ou d'être nourris autrement dans cette ouverture de conscience qui permet tout aussi bien d'aller ressentir mes limites, et encore une fois en 4, mes limites territoriales pour pouvoir respecter mon intégrité et mieux m'ouvrir au monde sans être une éponge. Voilà. Et avec la vibration du 4 ouvert, et bien là encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, 4 ouvert, c'est soit on a évolué dans un environnement dans lequel on ne s'est pas du tout senti sécure, il n'y avait pas de cadre en fait, il n'y avait pas de cadre sur lequel on pouvait se reposer pour se sentir en sécurité. Soit ce qui a été transmis, eh bien, c'était tellement dysfonctionnel que quelque part, l'âme choisit de faire un reset de cette histoire familiale et de transformer le pattern de sécurité intérieure, d'en réinventer un nouveau à transmettre. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Donc, je vais enlever le document et couper l'enregistrement pour qu'on puisse échanger de manière un peu plus intime. Et je coupe l'enregistrement.